Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes associé gérant chez Platinum Gestion et membre fondateur des Econoclast. Et mi-janvier, Olivier, vous avez retweeté un article de Zero Age consacré à une analyse d'Albert Edwards. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Albert Edwards, c'est un stratégiste de la Société Générale, extrêmement brillant, extrêmement drôle, mais qui est aussi ce qu'on appelle un permabère, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt négatif, consubstantiellement à l'égard des marchés. Et il le confirme encore. Edwards remarque que les marchés américains ont besoin de cycles de 4 à 6 récessions pour exprimer tout leur potentiel baissier. Et il le démontre graphique à l'appui. La courbe que vous voyez apparaître est celle du S&P Composite retraité de l'inflation. Et que voit-on? Au début du XXe siècle, il a fallu près de 19 ans pour que le marché recule de 75% en l'espace de 6 récessions. Le cycle suivant sera d'une durée analogue pour une baisse de 65% en 4 récessions. Le grand cycle baissier des années 60 et 70 sera plus bref, seulement 16 ans, pour une baisse de 62%. Et donc, nous serions engagés dans un cycle qui a commencé depuis le début des années 2000. Et selon Edwards, nous avons encore du chemin à parcourir avant d'en finir avec ce cycle baissier, puisque nous n'aurions eu que 2 grosses récessions jusqu'à présent aux États-Unis. À cette première courbe, Edwards en rajoute une autre, c'est le PE de Shiller, c'est-à-dire un ratio court-bénéfice retraité du cycle, ce qui permet d'avoir une vision plus juste du prix du marché. En mars 2009, c'est-à-dire au précédent point bas du marché américain, nous avions touché en termes de PE de Shiller un plancher à 13,3. C'est bien trop haut selon Edwards pour espérer que le cycle de baisse soit achevé. Selon le stratégiste de la Société Générale, le point bas est atteint quand les actions, généralement, le graphique le démontre, ne se paient plus que 7 fois les bénéfices. C'est une moyenne. Bref, à l'en croire, le S&P 500 pourrait tomber à 550 points pour atteindre justement ces 7 fois les bénéfices, soit une baisse de 70%. Alors, vous l'avez retweeté, Olivier, cet article. Est-ce que ce scénario d'une baisse de 70% du S&P ne vous paraît pas tiré par les cheveux? Pas du tout. Non, pas du tout. Pourquoi pas? Pas forcément d'ailleurs pour ces raisons statistiques de il faut entre 4 et 6 récessions pour achever un cycle. Parce que pour la bonne et simple raison que je crois qu'on n'est pas dans un cycle normal ou comparable à ce qu'on a eu dans les années précédentes. C'est là que vous différez d'Edwards. Voilà, malheureusement, je pense que fondamentalement, on est dans une situation qui est malheureusement bien pire. Parce qu'on est plutôt dans un changement de modèle où on voit des limites qui ont été atteintes sur le système monétaire, sur le système bancaire, sur pas mal de choses. Et donc, je pense qu'on est plutôt à la veille d'un gros bouleversement et d'un gros changement sur ces systèmes. Et que c'est ça qui peut provoquer un effondrement des marchés. Alors, est-ce que c'est 550, comme le dit Albert Edwards? Est-ce que ça sera plus bas? Peut-être, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça me paraît pas totalement aberrant et en plus appuyé par des études statistiques qui sont intéressantes. Donc pourquoi pas 550. Mais on n'est pas dans un cycle normal, c'est ce que vous dites. Mais on n'est pas dans un cycle normal, on est vraiment dans un changement total de paradigme mondial. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui paraissaient aux yeux de tout le monde, ou quasiment tout le monde, évidentes il y a encore un an, et qui ne le sont plus et qui le sont de moins en moins. Et je pense qu'il va falloir vivre avec ça, il va falloir vivre avec les conséquences de ce qui s'est passé et la manière dont les autorités économiques ont traité ces problèmes, qui est une manière aberrante, qui est une manière unique, c'est-à-dire que... c'est ce que vous dites. Il y a des choses... Vous dites que là, on a joué les apprentis sorciers, mais j'en reviens à votre scénario, parce qu'on sait bien que vous êtes assez critique sur la manière dont les banquiers centraux interviennent, mais dans le scénario que vous avez élaboré en début d'année, vous avez dit, dès que les marchés atteindront certains niveaux de stress, les banquiers centraux interviendront à nouveau, et là, ça sera finalement
Le rebond du chat mort. Le rebond du chat mort, comme vous l'avez si bien dit, avant la grande dégelée. Oui, parce que si vous voulez, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Enfin, force est de constater que j'avais donné quasiment les bons niveaux sur tous les indices d'intervention des banques centrales. On sait que la Banque du Japon devient chatouilleuse en dessous de 17 000 sur le Nikkei. On sait que la Fed américaine deviendra chatouilleuse en dessous de 1800 sur le Standard & Poor's. On sait que M. Draghi devient extrêmement chatouilleux en dessous de 4002, 4100 sur le CAC, 9002 sur le DAX, enfin dans ces eaux-là, si vous voulez, il devient extrêmement chatouilleux. Ils le sont devenus, ils ont sorti tous des déclarations. Alors, ils n'ont pas entièrement satisfait les marchés parce qu'ils n'ont pas donné l'argent que les marchés attendaient. Ce sont des déclarations de principe d'intervention. Voilà. Alors aujourd'hui, les marchés attendaient de l'argent parce que c'est avec ça qu'il fait son business. C'est pas avec des belles promesses. Donc il attendait de l'argent, le marché. Alors il a salué le discours, mais il n'est pas allé beaucoup plus loin que ça. Et je pense que les marchés vont rechuter sur leur plus bas. Que là, vous aurez des interventions massive, alors 10 mars ou pas 10 mars, hein, il a annoncé quelque chose pour le 10 mars, Draghi, il le fera avant si besoin est. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que là, on est allé, moi je trouve ahurissant la déclaration de M. Draghi, que ce type se permette de dire une aussi grosse bêtise que le QE n'a pas de limite. Monsieur Einstein disait que seule la bêtise n'avait pas de limite, et l'univers. Et encore, l'univers, il n'en était pas très sûr. Là, c'est une aberration. Enfin, je veux dire, alors, comment peut-on prononcer ça, sachant qu'on ne sait pas sortir de ces programmes de quantitative easing et qu'on sait que c'est destructeur sur la monnaie. Donc, c'est une idiotie suprême. Alors, justement, je reviens à ça. On a en effet eu toute une série de déclarations. On a eu le patron de la Banque du Japon qui a même dit que les taux d'intérêt allaient être négatifs, hein, évidemment, pour stimuler la consommation. Est-ce que, toutefois, votre crainte sur la monnaie, elle ne doit pas être tempérée? Alors, je comprends parfaitement votre analyse. Vous dites, bah oui, on a un stock de dette qui ne cesse de croître. Cette monnaie, on a de la création monétaire à tout va. Tout ça milite pour une dépréciation de la devise. Sauf qu'on a des banques centrales qui jouent le même jeu de tous les côtés. Donc, oui, non, mais attendez, à des niveaux différents. Heureusement, nous ne sommes pas au niveau des Japonais, pas encore. Mais quand vous voyez l'état du Japon, enfin, c'est juste ahurissant ce qui se passe. Ça fait 20 ans qu'ils nous font QE sur QE. Ça fait 20 ans qu'ils ont un déficit budgétaire qui est entre 7 et 10% par an. Ça fait 20 ans qu'ils ont un PIB qui est à zéro. Enfin, on est quand même dans quelque chose qui est monumental. On a un pays qui vieillit, qui va perdre un tiers de sa population en 2050. On a un pays, là, maintenant, on vient de mettre des taux négatifs pour les dépôts. Mais on a un pays où aujourd'hui, les gens sont vieux, ne peuvent plus se refaire d'épargne, et on va les taxer sur les gains qu'ils entreposent dans les banques. Enfin, je veux dire, il faut être un grand malade pour faire ça. Ou alors, il faut vouloir détruire le Japon. C'est peut-être que son rêve caché à M. Kuroda. Mais je veux dire, en quoi vous pensez que le type qui n'a plus que son épargne pour vivre et pour s'acheter à manger va se précipiter, sous prétexte qu'il y a des taux négatifs, va se précipiter pour aller acheter des denrées périssables? C'est idiot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il va retirer son argent de la banque et qu'il va le mettre sous son matelas. C'est tout. Mais si c'est une entreprise, elle va vendre ses yens pour aller acheter du dollar ou de l'euro, peu importe, pour ne pas être taxé. C'est ridicule. Donc on est dans une impasse. Ça, on a bien compris, mais justement, comment on peut imaginer de sortir de cette impasse? Parce qu'aujourd'hui, on est dans des territoires complètement inconnus. C'est vraiment terra incognita. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça? Mais aujourd'hui, Parce qu'on voit même qu'aux États-Unis, la Fed, et Mme Yellen en tête, commence à se dire peut-être notre hausse des taux, notre mouvement de hausse des taux, il est déjà
mort-né. Mais il est déjà mort-né, donc on sait ce qui va se passer. La prochaine étape, ça sera, et elle en a parlé ouvertement, la prochaine étape, ça sera taux négatif. Donc repartir à l'envers, taux négatif, et ça sera quantitative easing. Enfin, on le sait. Mais alors, qu'est-ce que ça implique pour les épargnants, finalement? Taux négatif, donc vous dites que c'est finalement destructeur d'épargne. Pour un épargnant, qu'est-ce qui reste à faire dans ce contexte? Là, aujourd'hui, si vous avez quelqu'un qui est très mobile, qui est un peu joueur, il va jouer le scénario que je lui donne, c'est-à-dire nous allons aller, dans les semaines qui viennent, nous allons aller retester les plus bas, c'est-à-dire les 4000 sur le CAC 40. Là, vous aurez les 17 000 sur le Nikkei, vous aurez à ce moment-là un déclenchement de la réaction des banques centrales qui injecteront de la monnaie. Vous aurez très probablement, parce que les marchés n'attendent que ça, qu'on leur donne de l'argent pour aller faire mumus, vous aurez une réaction qui sera de 10, de 12, de 15%, je n'en sais rien, à la hausse. Mais ce qu'il faut... Mais on ne retournera pas dans un grand marché aussi. Non, ce dont il faut bien être conscient, c'est que dans tous les marchés, de toute façon, dans tous les bear markets, vous avez des réactions extrêmement violentes à la hausse. Donc là, vous aurez une réaction violente à la hausse qui ne vous remontera pas sur les plus hauts, parce que je pense que beaucoup quand même commencent à comprendre que sur les fondamentaux, c'est destructeur. Et donc, vous rentrerez dans un espèce de très grand bear market, où là, ça sera une directionnelle vers le bas. Alors, est-ce qu'on atteindra les niveaux dont parle Albert Edwards, qui sont de 550 sur le Standard & Poor's? Ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le Standard & Poor's, c'est le seul indice, et pourtant il y a eu quand même des changements majeurs depuis 8 mois, c'est le seul indice qui est à 4-5% de ses plus hauts. Plus haut historique. Plus haut historique. Et donc aujourd'hui, il n'a pas joué la baisse du pétrole et ses conséquences, il n'a pas joué le ralentissement manufacturier chez eux, ils n'ont pas joué la Chine, ils n'ont pas joué le ralentissement au Japon, ils n'ont pas joué... Enfin, ils n'ont rien joué. Oui, ça c'est une anomalie. Ils n'ont rien joué, ils ont eu des résultats qui n'étaient pas formidables dans beaucoup de secteurs, etc. Et tout ça a été absorbé joyeusement par 4-5% de baisse, ce qui veut dire qu'il a un potentiel qui est énorme, parce que ne serait-ce qu'une récession, je vous rappelle que ça coûte 30% sur un marché. Une récession normale, un truc qui est la récession classique, c'est 30% sur un marché. Donc 30%, ça vous fait perdre 500 et quelques, entre 500 et 600 points aujourd'hui. Donc ça fait quand même un beau recul. Mais je pense qu'en effet, ça ne sera pas fini. Je reviens sur ce qu'on peut faire dans le cadre d'un tel scénario. Puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit les nuages s'accumuler. On avait soi-disant un alignement de planète favorable. Aujourd'hui, c'est plutôt un alignement des trous noirs, comme certains le disent. Est-ce que vous pensez que se tourner, par exemple, vers un actif comme l'or, parce que certains gérants en parlent en off, quand on leur demande vers quoi ils se tournent aujourd'hui, ils placent une partie de leur bille personnelle dans de l'or ou de l'argent, ou en tout cas des actifs réels? Oui, c'est une des possibilités, mais ça n'est pas la seule et ça ne doit pas être la seule. Aujourd'hui, que vous ayez dans un patrimoine diversifié un peu d'or ne me paraît pas être une bêtise. Maintenant, regardez aussi ce qui s'est passé en 2008 sur l'or. L'or a servi de petit porte-monnaie de réserve pour ceux qui étaient en train de se prendre des claques monumentales sur les différents marchés, que ce soit actions ou obligataires, qui avaient des appels de marge et qui les payaient avec leurs pièces d'or qu'ils avaient en stock. Donc, et l'or a baissé, alors il est remonté après très bien, mais l'or a commencé par baisser. Donc vous n'êtes pas à l'abri de ça. Maintenant, que vous ayez un peu d'or physique dans votre patrimoine ne me paraît pas totalement idiot. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles il faut réfléchir. Vous avez dans un premier temps le marché obligataire des taux longs US
excusez-moi, mais quand vous imaginez que vous êtes à 2% sur les taux à 10 ans américains et que vous êtes à 0,30 sur les taux allemands, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Si vous avez une récession aux États-Unis et si vous avez une chute des marchés, vous serez assez confortable sur les taux à 10 ans américains. Alors, je ne vous dis pas pour les 20 ans qui viennent, hein, je vous dis simplement que ça ne me paraît pas être idiot et vous avez encore de la valeur à prendre. Parce que si vous allez passer de 2 à 1% de rendement sur les taux américains, vous allez prendre quelques pourcents sur les obligations. Donc, il faut diversifier et en tout cas faire très attention aux actions. Il faut diversifier, il faut faire très attention aux actions, il faut faire très attention aux devises parce que dans quelques mois, on va quand même reparler de certaines choses sur l'euro qui pour l'instant ont été mises sous le tapis, comme la Grèce, comme l'Espagne avec la Catalogne, comme l'Italie avec ses banques qui sont toutes en faillite, enfin, je veux dire, il y a un certain nombre aujourd'hui de choses qui concernent l'euro. Il y a le Brexit qui va arriver en juin. On va reparler forcément de l'euro et de la survie de l'euro dans les 3-4 mois qui viennent. Donc il faut faire extrêmement attention aux devises. Moi, je pense qu'à la fin des fins, on va avoir des changements profonds de système monétaire, de système bancaire, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même une limite. Enfin, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et faire sans arrêt payer la note par les populations. Donc, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont devoir être remises à plat sur la table et qu'on va avoir des changements majeurs de système. Et en attendant, il faut diversifier. Il vaut mieux. Olivier, merci.